Mange tes brocolis, fais tes devoirs, fais ta compta. En fait, les obligations dans la vie, j'ai réalisé, ça s'arrête absolument jamais. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire, parce que j'ai créé il y a 10 ans un mode de visite des musées euh, avec l'expérience que j'avais de faire le comique sur scène. J'ai fait deux spectacles. Le premier, c'est, je sais même pas comment j'ai appelé ça. Ah oui, le One Indian Show, hein. Et le deuxième, c'est le Parti des étrangers. Alors, pourquoi j'ai créé ces deux spectacles avant de créer Rire dans les musées? C'est parce que j'ai remarqué que souvent les gens assimilaient la visite de musée un peu à ça, à une obligation, en gros une galère, quoi. Je me suis demandé pourquoi et j'ai basé la base de mon travail, à savoir Rire dans les musées, sur une phrase de Roland Barthes. Je cite Roland Barthes parce que Roland Barthes, c'est une private joke avec un copain, je vous la raconterai un jour. Mais c'est surtout parce que c'est un. Là, ce qui me fait rire, c'est que c'est un philosophe et que les algorithmes disent surtout, faites pas trop compliqué. Ma web designer que j'aime beaucoup, ma digital strategy designer que j'aime beaucoup, me dit surtout Cédric, fais simple, voilà, trop de complexité. Je vais vous dire, pour moi, rien n'est complexe. Il faut juste du temps pour expliquer. Il n'y a pas de complexité, ça n'existe pas, cette histoire de complexité. C'est vraiment. C'est la caverne de Platon sur laquelle je reviendrai. Voilà, on vous fait croire que tout est compliqué, en fait rien n'est compliqué. C'est pas très compliqué. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que Roland Barthes, il a dit je vais jamais dans les musées parce qu'il me force à tout aimer. Et ce mot de forcer, c'est vraiment ça qui ne va pas. C'est vraiment ça qui ne va pas, c'est le fait d'être forcé. Bah, en fait, c'est humain. Moi, j'ai envie qu'on me force à faire rien du tout. Le problème, c'est que si on ne se force pas. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit plus forcer, on dit sortir de sa zone de confort. Non, t'as pas envie de bouffer de brocoli, tu bouffes pas de brocoli, tu vois. L'enfant, il dit pas sortir de sa zone de confort, il dit j'ai pas envie de brocoli. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas envie d'aller dans les musées, pas envie de voir des œuvres, eh ben c'est normal, d'accord? C'est normal. Et en même temps, il y a quelque chose qu'on peut tirer des beaux-arts. Même Malraux, un grand spécialiste des beaux-arts, j'ai terminé mon troisième, quatrième livre, je ne sais plus. J'en parlerai aussi. Il est là. Il est là, je vais y arriver. Mon troisième ou quatrième livre, hein, pour une histoire rigolote de la peinture, par une phrase de Malraux que j'ai oubliée, donc que je vais mettre là pour la corriger un peu mieux, mais qui dit en gros, et pendant ce temps-là, des gens vont s'enivrer de beaux-arts alors qu'il y aurait tant de choses à faire. Donc voilà, même Malraux, qui était notre premier ministre de la Culture en France, a dit que voilà, les beaux-arts, ça restait quand même relativement accessoire. Je prends un autre exemple. Un jour, une cliente, ça fait 10 ans que je suis guide au Louvre, ça fait 16 ans que je fais ce métier, me disait Cédric, qu'est-ce que vous pensez de l'art? Et j'ai répondu bah, on n'en a pas besoin en fait. Et c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, mais du coup, ça va poser la question un peu philosophique encore de quoi a-t-on besoin? Bon, bah ça, j'ai vécu un peu en Inde et je suis monté dans une montagne. Quand tu veux voir un sage, il faut toujours monter dans une montagne, quelle que soit la religion, quel que soit le pays, ça se passe toujours en haut d'une montagne, hein. De Moïse à Bouddha, voilà, tout le monde va dans une montagne, les Tibétains, machin, tout le monde est dans la montagne. Voilà. Donc ça se passe dans la montagne et dans la montagne, ou dans la forêt, hein. Si t'as pas de montagne, c'est dans la forêt, les Gaulois, le Doride, machin, voilà. Une montagne, une forêt, voilà, c'est un truc comme ça. Mais bon, les mecs, ils mettaient des menhirs, donc tu te doutes bien qu'il leur montait et manquait une idée de montagne. Je vous présenterai d'ailleurs un jour un menhir qui pousse, un délire que je viens de trouver là, assez incroyable, du temps que j'ai passé à Albi. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en haut de cette montagne, je suis tombé sur un sage indien. Il fallait faire la queue pour le voir, c'était assez génial. Et le mec, je lui demande qu'est-ce qui est obligatoire dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. En anglais, c'est mandatory, le mot que j'ai oublié, que j'ai utilisé, j'ai pas oublié, au contraire, je m'en souviens très bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le mec m'a répondu il a besoin de deux choses, de l'eau et du sommeil. Voilà. Bon, après, il m'a demandé une cigarette, parce que le mec est pragmatique aussi, mais voilà l'idée. Et c'est vrai qu'on a besoin que d'eau et de sommeil. Et il a complètement changé ma vie, cet homme-là, parce que je me suis tenu à ça. Et c'est marrant, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter les musées. Je ne viens pas du tout d'un milieu qui fréquentait les musées. Mon père était ingénieur, ma mère était hôtesse de l'air. Personne n'a fait beaucoup d'études dans la vie. Moi-même, à 15 ans, je suis parti en CAP d'électronique. Et puis, la vie a fait que
j'ai repris des études un peu plus tard et que ça s'est voilà, ça s'est terminé avec cette carte de guide conférencier national des musées rattachée au ministère de la Culture. Mais voilà, je vais vous dire, mon CAP, c'était un CAP d'électronique et aéronautique et j'étais très content de réparer les avions, je trouvais que c'est un métier absolument génial. Voilà, des fois la vie nous emmène, on ne sait pas trop où, c'est un peu les hasards et j'aime bien, moi, c'est un petit peu ces hasards. Et j'ai envie de dire, s'il y a une raison pour laquelle vous allez en musée, c'est peut-être celle-là, c'est le hasard parce que tu sais jamais ce que tu vas y trouver. Hein, sur le Louvre, j'ai écrit un texte que je ne lis absolument pas, évidemment. Dans le Louvre, par exemple, voilà, c'est souvent, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez envie d'amener votre petit ami au Louvre parce qu'il est un peu collé devant la télé, devant la PlayStation, ou comme moi, il passe son temps à faire du vélo dans l'arrière-pays. C'est humain, voilà, c'est humain, et donc tu as envie de dire, bon, il faudrait quand même qu'on fasse un truc sympa, etc. Donc ça peut être une idée. Bah ouais, mais si vous dites ça comme ça va pas, parce qu'on fait tous des choses par amour. Hein. Moi, le premier, je suis marié depuis 13 ans, demandez à ma femme, hein, voilà, ne racontez pas cette blague à ma femme, par contre, voilà. Non, donc du coup, je crois que ce qu'il faut penser, par exemple, quand tu penses Louvre, c'est, bah voilà, tu peux courir comme un con dans un château fort. Au Louvre, c'est possible. Tu peux aller visiter des tombes égyptiennes, ça c'est quand même incroyable. Tu peux aller regarder des impressionnistes. Tu peux aller voir des œuvres d'art contemporaines avec notamment des œuvres allemandes, des œuvres françaises. Non, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux aller en sortant à la Maison du Chocolat, qui est quand même, qui fait le meilleur éclair de Paris, pour moi de France d'ailleurs. Tu peux aller juste admirer l'architecture d'Ien Pei, hein, notre japonais qui nous a fait cette superbe pyramide en verre, qui est devenue un symbole de la France. Tu peux voilà, aller voir des œuvres de la Renaissance, tu peux aller voir des œuvres religieuses, tu peux aller voir des œuvres du Moyen-Âge, tu peux aller visiter. Si rien de tout ça ne t'intéresse, tu peux aller te promener dans les appartements de l'empereur Napoléon III et voir un peu quel était le délire du Second Empire, 1848, 1870. T'aimes rien de tout ça, tu peux aller voir les bijoux de la couronne, hein, avec dans la fameuse galerie d'Apollon. Tu peux aller penser révolution si tu es en train d'organiser une révolution dans ton pays. Face à un tableau de Delacroix. Tu peux juste aller t'immerger dans le délire de la Jaconde et prendre un bain de foule comme ça t'es comme un concert de rock. Donc il y a vraiment mille possibilités. Et c'est valable pour tout. Tout à l'heure, je parlais d'Albi parce qu'à Albi, il y a la fameuse cathédrale d'Albi, Sainte-Cécile, qui est absolument fantastique. Le problème, c'est que voilà, imaginons les cathédrales, c'est pas ton délire. Hein. Et j'ai une copine qui a visité Venise, elle est rentrée, elle me dit, oh, tu sais, moi, alors religieux, j'aime pas trop ça. Et elle a raison, t'aimes pas la religieux, tu vas pas te forcer à aimer la religieux, voire politiquement, les religieux, ils t'agacent un peu, quoi, tu vois. Bon, bah, t'as le droit, tu vois. Moi, il y a des partis politiques, par exemple, qui m'agacent. Bon, voilà, j'évite de penser comme eux, mais comme tout le monde, tu vois. Donc, mais si tu vas en Inde, bah, tu vas voir des Ganesh et des Krishna, parce que bah, c'est, encore une fois, là. Et pourquoi l'art est essentiellement religieux à Albi, dans cette Sainte-Cécile? Tout simplement parce que c'est de là que venait l'argent, et donc les peintres devaient travailler pour des commanditaires, hein, tout simplement. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas d'agent, voilà, il y a très peu de littérature autour de l'art, donc bah, le seul moyen de gagner sa vie, tu es encore un artisan, c'est de travailler pour les gens qui ont des projets monumentaux comme des cathédrales. Et tu rentres là-dedans, c'est magnifique, tu payes pour rentrer dans le chœur qui est incroyable, c'est pas très cher, hein, je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça, et le trésor, donc ça vaut vraiment le coup de les mettre pour le coup. Mais voilà, tu rentres, tu dis bon, bah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi personnellement, dire c'est beau, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois, ça suffit pas, quoi. C'est, voilà. Je dis toujours, quand je donnais des masterclass à mes étudiants à Subcareer, bah, le beau c'est bien, mais c'est comme une date, quoi, tu vois. Bon, bah voilà, imagine, tu es avec cette date, elle est magnifique, tout va bien, etc. Bah voilà, si vous regardez dans le blanc des yeux jusqu'à la fin de vos jours, ça va être long, donc autant avoir peut-être quelqu'un qui a un univers, qui a quelque chose à raconter. Donc voilà, donc Sainte-Cécile, j'y allais, j'ai un univers, j'ai quelque chose à raconter. Je me suis un petit peu renseigné et tu as ces seins en bois, je vais mettre un exemple, décidément je n'arrive pas à savoir de quel côté c'est. Je vais mettre un exemple et ce qui est génial, c'est que tu as un dialogue entre les prophètes et les apôtres. Donc les prophètes, c'est l'Ancien Testament et les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Et donc c'est des gens qui avaient des dialogues. Par exemple, dans le prophète, tu as un prophète qui va annoncer l'arrivée d'un sauveur. Bon,
sait pas trop qui c'est, voilà. Et de l'autre côté, on va mettre l'apôtre qui avait également annoncé l'arrivée d'un sauveur, mais qui lui l'a vu arriver de son vivant. Évidemment, dans ces cas-là, ce sera le Christ. Mais cette histoire-là, elle m'a été racontée par mon ami journaliste indien, son nom m'échappe évidemment à l'instant, à propos de Krishna, où il me racontait plein de légendes de Krishna alors qu'on était au bord de la rivière Yamuna. J'ai fait un documentaire là-dessus, je peux vous en mettre un petit extrait éventuellement, ou un lien en description. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire dans les musées, quels qu'elles soient. Il y a plein d'avantages au musée. Déjà, en France, il y a quand même un moyen, si vous avez moins de 26 ans, que vous êtes étudiant, d'entrer gratuitement. Si c'est le musée de votre ville, hein, moi il n'y a pas d'endroit où j'aime pas les musées. Hein. J'en ai fait vraiment beaucoup en France. Il n'y a pas de ville où j'aime pas les musées. La dernière fois, je rentrais d'Allemagne, je crois. Je me suis arrêté à Strasbourg. J'adore le musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Besançon, maintenant il y a le Louvre-Lens. En Bretagne, le musée des Beaux-Arts de Nantes, le musée des musées à Brest, des musées à Bordeaux. Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, il est fou. La dernière fois, je faisais un Nice-Lyon. Je me suis arrêté à Lyon, le musée des Beaux-Arts. J'adore, j'ai vécu à Lyon. J'adore cette ville. Le musée des Beaux-Arts, c'est un des plus beaux de France pour moi, de très loin. Ils ont des pièces incroyables dans ce musée. En plus, la taille est juste parfaite. Enfin, tout est parfait dans ce musée. À Nice, ici, où je suis, il y a, là, quand je suis arrivé, j'avais une voisine, petite gentille, qui me dit « Oh là là », elle me dit « Oh là là, en tant qu'amateur d'art, vous allez vous ennuyer », mais quelle erreur! Au contraire, il y a 1000 musées, 1000. Il y a le musée Chagall, dans lequel j'organise des visites, il y a le musée Matisse, il y a un musée des arts asiatiques, avec très peu de pièces. Alors, oh, mais il n'y a qu'une dizaine de pièces. Non, d'ailleurs, il n'y a pas une dizaine de pièces, il y a plutôt 10, ouais, je dirais plutôt une vingtaine de pièces, mais une vingtaine de pièces dans 4 civilisations asiatiques différentes. Hein. Moi qui ai été au Vietnam, en Chine, en Inde, dans les civilisations, en Indonésie un peu, dans les civilisations qui sont couvertes, déjà tu as le temps de voyager pas mal. Et des fois, le fait d'avoir peu de pièces, je trouve c'est pas mal. Donc par exemple, tiens, Musée des Arts Asiatiques à Nice, je vais rester là-dessus, c'est un bon exemple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est entièrement gratuit. Il est posé sur l'eau, c'est une beauté architecturale absolue. Tu rentres comme ça, il n'y a jamais personne, un petit groupe d'enfants, de temps en temps, ils font des expos qui sont extraordinaires. La boutique est juste géniale. Personnellement, j'ai encore 20 ans, mais j'emmène tellement ma date là-bas. Je lui fais faire un petit tour dans le musée asiatique. À la fin, on va dans la boutique, un petit souvenir. Notamment, il y a des petits souvenirs japonais. Je me souviens que j'avais acheté un petit tissu japonais pour emballer les cadeaux. Le nom m'échappe. Pareil, je vais le noter là parce que j'ai honte d'avoir oublié ça. Que j'ai toujours des années plus tard et que je chéris absolument. Après, j'ai un peu de porcelaine aussi asiatique que j'aime beaucoup également. Donc non, c'est vraiment... voilà, donc tu fais ça et c'est entièrement gratuit. Donc c'est même pas une question d'argent. La politique française et dans le sens des musées, je trouve, est pas mal de ce côté-là. Après voilà, vous avez un âge, vous êtes dans la vie active, là vous devez payer. Ben, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, si c'est votre musée local, prenez la carte à l'année. Vous ne serez jamais déçu, vous serez invité à des petites soirées VIP, des trucs comme ça, ou vous allez tout simplement avec votre femme. On refile les gosses à la belle-sœur et on n'en parle plus. On est pareil pour une soirée toute simple où on va à une avant-première, éventuellement on se tape un petit coup de chambre, tu vois, en regardant des œuvres, c'est assez génial. Donc non, il y a vraiment plein de choses à faire dans les musées pour pas s'ennuyer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 70% facilement des femmes bookent les guides conférenciers comme moi et comme mes collègues. C'est un métier qui est très féminin pendant très longtemps. J'ai l'impression que c'est un petit peu en train de changer. Et il y a vraiment une volonté, quand je vois des couples arriver, je vois le mari qui est habillé tout en golfeur, moi je travaille 80% avec des Américains, et voilà, lui tu sens qu'il fait ça vraiment pour faire plaisir à sa femme. Et moi je me dis, lui il va s'ennuyer. Donc du coup j'ai pas envie qu'il s'ennuie, c'est pour ça que j'ai monté des spectacles humoristiques dans le Louvre, dans le musée d'Orsay, dans plein d'autres endroits. Guimet maintenant je fais, le musée de Cluny, même des visites dans Paris.
j'ai pas parlé de ça, mais les visites dans la ville. Et donc du coup, en fait, pour moi, l'humour permet de rentrer dans l'œuvre. Je vous prends un exemple tout bête. Vous voyez tout le temps des enfants, même des adultes d'ailleurs, en train d'imiter dans les musées. Je vais vous mettre d'ailleurs, merde, j'ai encore gouré, bon, je vais vous le mettre, voilà. La photo, j'en parlais là, de Françoise Gillot, vous retrouverez ça sur mon TikTok. Françoise Gillot, 1946, c'est un portrait d'une femme de Picasso, d'une des 7 femmes essentielles de la vie de Picasso. Et à côté, vous avez Beyoncé, hop, là je fais bien, normalement je la mets juste à côté, on est bon, qui fait la même tête. Et voilà pourquoi les enfants ou les adultes comme Beyoncé imitent dans les musées, parce que Roland Barthes vous dit les musées ça vous met trop de pression, c'est trop stressant. Est-ce que je suis assez intelligent? Est-ce que je connais telle chose? Je connais rien à rien, je connais pas les mouvements artistiques. Alors déjà c'est simple, on va commencer par ça. Vous n'êtes pas musicien, vous écoutez quand même de la musique. Hein. C'est pas, voilà, tout le monde n'a pas besoin d'être musicien, tout le monde n'a pas besoin d'être peintre, hein, quel que soit votre métier. Les Grecs avaient un très joli mot, ils disaient nous sommes les ipséités, c'est-à-dire nous sommes tous les êtres humains, une exception. Et il se trouve qu'en termes d'ADN, ils avaient raison. Donc voilà, on a tous un code absolument unique, chaque être humain. On a tous, regardé, hein, tous les jours, on allume nos téléphones ou nos iPads avec tout simplement nos marques de doigts parce que cette marque, elle est absolument unique, etc., etc. Il y en a plein des exemples comme ça. Donc je crois que ces êtres humains et ces enfants qui s'amusent à imiter les statues, bah, ils tuent d'une certaine manière cette pression. Hein. Et c'est pour ça que le rire fonctionne bien dans les musées, parce que c'est un endroit où on ne s'attend pas forcément à rigoler. Et le rire, pour moi, il est presque thérapeutique. D'ailleurs, ça existe le rire thérapeutique, c'est-à-dire que ça fait redescendre la pression un petit peu. Là, je viens de découvrir encore un nouveau musée, mais j'arrête pas. À Grasse, c'est pas très loin, c'est une heure de, je sais pas, même pas une heure, j'étais en train, 1 heure de train de Nice, hyper pratique, et le musée international de la parfumerie. Je m'intéresse depuis très peu de temps au parfum, pour être tout à fait honnête avec vous. Le musée, il est génial. Il n'y avait absolument personne dans ce musée. J'étais entièrement seul là, dans la off-season, leur saison niçois. C'était absolument génial. En plus, vous avez des petits poussoirs, vous pouvez sentir, donc vous pouvez travailler votre odorat. Pourquoi j'aime l'odorat? Parce que j'ai lu dans le Gorgias de Platon. Oui, je sais, je cite encore un philosophe, je fais ce que je veux. Non, mais parce que j'ai un peu de la philosophie, donc ça m'intéresse beaucoup. Et là, je lisais le Gorgias de Platon, un livre que j'adore absolument passionnément. Ça fait 30 ans que je lis ce bouquin, je vous rassure, je ne comprends toujours absolument rien au Gorgias de Platon. Mais il n'empêche qu'à un moment dans le Gorgias, il fait une référence aux 3 plaisirs sans addiction. Je vous rappelle qu'on est il y a 2500 ans chez Platon et c'est Socrate qui va dire il y a 3 plaisirs sans addiction qui sont les plaisirs esthétiques, les musées. Tu peux regarder autant d'œuvres d'art que tu veux, en théorie tu n'es pas addict. Hein. Éventuellement je vous parlerai d'un roman ou deux qui dit qu'il y a une limite à ça. Le portrait de Dorian Gray est un bon exemple de ça d'une certaine manière. Le plaisir intellectuel, voilà, donc ça peut être tout simplement la lecture. Et enfin, l'odorat. Hein. Et là, j'étais à une conférence justement à Grasse, il y avait des neurophysiciens, on est quand même à un certain niveau, qui parlaient de l'odorat. Et bien, vous savez que de nos 5 sens extérieurs, parce qu'on a des sens intérieurs aussi, j'ai appris ça il y a une semaine, c'est de la culture confiture, hein, j'étale ce que je viens juste d'apprendre. Eh bien, c'est notre sens le plus développé. Hein. Par exemple, la dernière fois, j'étais à une dégustation de vin et un copain qui faisait ça me rappelait qu'il y a 500 arômes dans un verre de vin, quand vous mettez le nez dans un verre de vin. Et bien dans le café, c'est 1000. Incroyable, non? Je suis assez fan de café, mais de thé aussi. J'ai été jusqu'à Darjeeling en Inde, juste pour pouvoir acheter du thé directement. Il se trouve que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Donc des fois, on est un peu déçu par les lieux. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, hein, qui a été développé en Asie apparemment pas mal, puisque nos amis, les touristes asiatiques, et je dis le mot touriste avec beaucoup de respect, parce que mon but dans la vie, c'est d'être un touriste. Je trouve que c'est le plus beau mot de l'humanité. Touriste, ça veut dire quoi? Tu as un peu de temps, tu as un peu de rond à mettre dans le tourisme, et enfin, ça veut dire que tu vas vers ce que tu ne connais pas. Il y a 2 ans, on a fait un voyage du Costa Rica au Mexique. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu vas là-bas? Et ma réponse, elle était très simple, c'était parce que j'y ai jamais été. Oui, mais tu vas voir quoi? Ben, je ne sais pas, parce que je n'y ai jamais été. Oui, d'accord, mais vous vous attendez à voir quoi? Je m'attends à voir rien du tout. Au contraire, j'avais même lu un maximum de livres sans images. Pourquoi? Parce qu'on vit justement à l'époque des iPads, des écrans, des ordinateurs, des téléphones, etc. On est bombardé d'images.
Et du coup, si vous avez déjà vu tout en vidéo, vous arrivez, vous êtes déçu. J'ai un collègue, je me souviens, coréen, il prenait ses touristes directement à la descente de l'avion, il les emmenait dans un café et sur son iPad, hop, il leur montrait tout ce qu'ils allaient voir dans Paris pendant 1 heure. Et je leur dis, non, c'est terrible parce que tu leur montres des choses qu'ils, ils ont sans doute déjà vues, et puis deux, ça y est, là, tu es sur place, tu marches. À la fin, éventuellement, tu débriefes dans un café. Bon, apparemment, j'ai parlé avec d'autres collègues, il y a des tours opérateurs qui se font comme ça. Pas de problème. Moi, personnellement, je préfère préserver mon œil au maximum et arriver, et bam, être surpris par exemple, les têtes gigantesques. Enfin, il y avait tellement de surprises dans tous ces pays-là. Voilà. Donc, vraiment, travailler. Mais ce mot de travail aussi, il est très bizarre. Vous savez, peut-être le mot de travail en français, il vient... vous ne connaissez pas ce mot-là, allez, je vous le raconte rapide. Le mot de travail, il vient de tripalium. Tripalium, ça vient... vous en avez par exemple sur la façade de Notre-Dame. Je vous sais parce que je suis en train de préparer une visite de Notre-Dame pour des clients texans là, qui arrivent bientôt. Et sur la façade de Notre-Dame, vous avez un jugement dernier. Hein. Tous les ouvrages gothiques ont toujours un jugement dernier quelque part dans la façade. Et sur ce jugement dernier, dans la partie qui se situe en enfer, vous avez des petits diables qui sont en train de torturer des gens dans des chaudrons enflammés, évidemment, de l'eau bouillante, etc. Avec des flammes de l'enfer. Enfin, vous connaissez, il n'y a pas de problème là-dedans. Et ils ont justement ces espèces de fourches qu'on appelait tripalium. Pourquoi? Parce que le portail de Notre-Dame, on est en 1300 et qu'en 1300, la Bible n'a toujours pas été traduite. Elle est seulement en latin, en grec et en hébreu, bien sûr. Donc du coup, ce mot, c'est tripalium. Et ce mot tripalium, il va donner un mot en français. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Ce mot, bien sûr, c'est travail. Donc travail en français, ça veut dire instrument de torture venu de l'enfer. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours adoré cette notion d'instrument de torture venu de l'enfer. Donc voilà, du coup, le touriste, ça veut dire que pour une fois, tu ne travailles plus. Voilà, tu es juste plus en travail. Et moi, je suis devenu une sorte de touriste professionnel, c'est-à-dire que voilà, quand je suis en voyage, ce qui est tout le temps, dès que j'ai 5 minutes, je vous l'ai dit, j'étais à Grasse là, il y a 15 jours, je n'avais jamais été à ce musée international de la parfumerie. Voilà, génial. Et la dernière fois, j'entendais un élu politique qui disait « Oh là là, quand j'étais au ministère de la Culture, on me forçait à ouvrir des musées du tire-bouchon. » Vous savez, c'est toujours un peu l'exemple bateau du pire musée du monde. Mais je vais dans un musée du tire-bouchon, mais sans problème. Et vous savez quoi? Je suis sûr que dans un musée du tire-bouchon, je vais trouver quelque chose qui va m'intéresser. Par exemple, je songeais un petit peu aux nouveaux musées, aux anciens musées. Il y a beaucoup de gens dans le musée, on dit le musée c'est un peu poussiéreux. Voilà, c'est des vieux trucs dans des vieilles vitrines, etc. C'est plus entièrement vrai, mais enfin, il y a encore des salles entières du Louvre qui correspondent pas mal à ça. Moi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Par exemple ici à Nice on a le musée d'archéologie de Cimiez, Cemenelum en latin. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que pour le coup lui il est vraiment dans son jus, mais moi je trouve que c'est génial le fait qu'il soit vraiment à l'ancienne, je trouve ça très bien. Un, ça veut dire qu'il n'y a personne. Deux, ça veut dire qu'il faut aller chercher, du coup tu te transformes en explorateur, tu es un peu Indiana Jones et c'est rigolo. Après tu as le musée entièrement moderne. Le problème du musée moderne, c'est qu'ils ont mis des écrans partout. Du coup, généralement, ça fait du bruit, on te chope, c'est devenu interactif. Si tu n'as pas envie d'être interactif, tu as envie d'être juste tranquille, juste de regarder, c'est compliqué parce que c'est l'autre chose que j'adore avec les beaux-arts. Il suffit d'avoir des yeux. Voilà. Et j'ai même envie de vous dire, c'est même pas obligatoire. Ce matin, j'ai croisé une maman d'une petite fille qui est aveugle et j'emmène des guests qui ont des problèmes de vue, des non-voyants, on dit aujourd'hui. Et j'emmène des non-voyants et tu as quand même, tous me le disent, une sensation des couleurs et le fait que nous, les guides, on décrive aux personnes non-voyantes, ça fonctionne très bien aussi. Donc on a quand même une sensation d'accessibilité, quel que soit le niveau de cécité. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne beaucoup et grand respect pour les personnes qui souffrent d'un handicap, quel qu'il soit, et qui vont travailler ce handicap malgré le handicap. J'ai une admiration vraiment sans borne pour ça. Pourquoi je vous disais tout ça? Parce que le touriste, il va vraiment vers ce qu'il ne connaît pas. Et pour moi, aller vers ce qu'on ne connaît pas, c'est tout simplement le but de la vie, en fait. Il n'y en a pas trop. La dernière fois, je faisais un dîner avec des copains, puis ils me disaient « Oui, mais Cédric, c'est quoi le grand but, le grand dessein, etc. » Pour moi, c'est ça. C'est... tu te relèves le matin et puis tu ne sais pas trop ce qui va se passer dans ta journée. C'est pour ça qu'en effet, le fameux métro boulot dodo, on dit « Ah ouais, mais alors vous êtes dans un métro boulot dodo, admettons. »
quelque part on l'est tous, hein. C'est gentil les gens qui disent qu'on n'est pas là-dedans, on y est tous d'une certaine manière. C'est pas grave parce que par exemple les gens que j'aime beaucoup c'est les gens que je vois au Louvre le mercredi ou le vendredi soir. D'ailleurs le Louvre vient d'ouvrir le mercredi et le vendredi soir. Avant c'était juste un soir, maintenant c'est 2 soirs. Merci Laurence Descartes, la première femme présidente du Louvre sur ce coup-là. J'essaye de me faire bien voir aussi par la direction. Attendez, vous êtes mignons les gars, je suis obligé. Hein. J'ai 2 gosses à nourrir, t'es mignon. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vois des tonnes de gens clairement en costume cravate ou en tailleur pour les femmes qui sortent du bureau et ils en profitent pour faire des espèces de jeux de trouver des œuvres, de répondre à des quiz dans les... je ne sais plus comment s'appellent ces jeux, la plupart des humoristes se moquent beaucoup de ça. Je trouve ça tellement bête, ils ont tellement raison de faire ça, c'est génial. Ils s'amusent comme des bêtes, tu les sens vraiment se bidonner de rire, je suis carrément jaloux, j'ai envie de le faire à leur place. Ils courent d'œuvre en œuvre. Moi j'adore faire ça, faire les musées à fond ou les expos à fond, je les traverse mais au pas de course et je m'arrête quand il y a quelque chose qui m'arrête. Il faut presque que l'œuvre elle m'attrape et elle m'arrête. Tu sais, c'est comme quand vous écoutez de la musique et puis t'écoutes, il n'y a rien. J'ai la chance de venir de la génération où on allait acheter des CD. Et quand vous alliez acheter, je ne sais pas si c'est une chance ou technologique, c'est génial, hein, le fait qu'on ait accès à tous les livres, tous les CD, je trouve ça absolument génial. Là, ce qui m'intéressait, c'est que tu achetais le CD et tu avais tes 10 pistes et tu écoutes la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Et je sais pas pourquoi, la 6 ou la 7, paf! Oh, génial, t'adores cette chanson. Oui, parce que moi j'achetais les albums de musique sans jamais avoir écouté la musique, je lisais juste dans les magazines et c'était en fonction de l'avis des critiques que j'achetais tel ou tel album et que j'écoutais. Et du coup, quand j'écoutais l'album, je me rends compte que mon oreille était vierge. Et ce côté de virginité de l'œil, de l'oreille, là maintenant je travaille l'odorat, du palais avec les aliments. Avant j'achetais une boîte de chocolat, hop, je bouffais le chocolat comme ça. Non, le chocolat, tu le sens. Hein. Je parle plutôt de la tablette d'ailleurs, plutôt que du chocolat travaillé. Tu sens le chocolat, d'accord? Éventuellement tu le regardes. Je sais, ça paraît idiot, tu le regardes, voilà. J'ai publié en tant qu'éditeur un petit livre sur le cacao. Je vais mettre, j'arrive pas à faire le professionnel de la vidéo. Tu le regardes, après tu le mets dans ton palais, tu le manges pas, tu laisses fondre, d'accord? Hop, ça travaille dans cet outil magnifique qu'on a, qu'est le palais, outil extraordinaire, pareil. Et là, ça se développe, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Voilà, moi ce que je fais personnellement, avant qu'il soit complètement fondu, je croque un peu parce que le croque m'apporte quelque chose qui n'était pas dans la fonte du chocolat. Ça marche surtout avec des carrés dans des tablettes. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'essence, t'en as plein. Après, tu as le toucher. Hein, le toucher, c'est tout bête, mais je sais que par exemple, moi, je fais beaucoup de vélo. Et quand je fais du vélo, j'aime bien toucher les fleurs. Alors oui, je me suis déjà fait piquer par une bestiole. Bon, bah voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais ouais, toucher des fleurs, je me suis déjà coupé avec des fleurs qui coupent. Enfin voilà. Mais après, voilà, il faut prendre un petit peu des risques. Mais vraiment, les matières, c'est incroyable. Je me souviens un jour dans une visite d'une tannerie à Chicago. Ne me demandez pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Enfin, si je faisais la route 66 dans une Mustang décapotable comme tout le monde, mais j'avais un peu de temps libre, me jugez pas. Et je me suis retrouvé dans une tannerie et je suis tombé sur un mec absolument génial qui m'expliquait comment on avait les pots en cuir, etc. Je sais, c'est pas très à la mode maintenant. Déjà, c'était il y a quelques temps. Et j'ai compris comment était la matière. Mais ça peut marcher avec des matières qui sont non animales, bien sûr. Et c'était absolument génial de comprendre la matière, que ce soit la fleur, que ce soit... il y en a plein des matières en fait. Hein. Les raisons d'aller dans les musées sont vraiment tellement illimitées que c'est presque bizarre d'en parler. J'ai eu tellement de bonheur dans les musées. Je crois que je me souviens une fois... C'était dans le sud, c'était peut-être à Aix, mais je ne sais plus trop. On était bloqués dans des bouchons terribles. Je suis descendu de la voiture au milieu des bouchons et j'ai dit à ma femme, vas-y, gare la voiture, j'arrive. J'avais une sorte d'addiction, quitte à contredire Platon, et j'avais besoin d'aller voir un musée. Il m'arrive d'être vraiment très excité à l'idée d'entrer dans un temple vietnamien que je rêvais de voir depuis, je sais pas, des années. Il m'est arrivé en Italie, l'avantage d'habiter à Nice, c'est que je vais souvent en Italie, d'aller voir, là c'était à Sienne, hein, au musée, à la Pinacothèque de Sienne, d'aller voir l'autostoppeur qui est décrit par Arras, qui est une annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge
de sa future, son futur fils Jésus. Donc voilà, non, c'est vraiment un rapport, ouais, peut-être addictif. En fait, j'aime bien le côté addictif. Je me souviens d'André Chastel. J'aime bien André Chastel. Il a écrit un art italien qui est génial. Et Chastel, il disait, en fait, à partir du moment où tu connais l'histoire de l'art, tu ne peux plus jamais t'ennuyer. Voilà, moi, je veux rien vous faire connaître du tout. Je veux vraiment juste vous donner envie d'aller dans les musées. J'en parlais avec des copains qui sont dans les ronds. Voilà, j'ai un défaut, moi, je ne me suis jamais trop intéressé aux ronds. Qui disaient, en fait, les gens, ils mettent de l'argent dans, j'ai même pu oublier, j'ai oublié ce qu'ils me disaient, mais dans l'amour, dans les enfants, dans l'économie, et puis, je sais plus, dans les diplômes ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, bah ouais, je reviens sur ce que je disais à ma cliente, bah non, l'art, en fait, ça sert à rien, c'est ça. Mais en même temps, ça pose la question de pourquoi on est sur Terre. Et du coup, moi, quand je me pose la question pourquoi on est sur Terre, j'ai toujours une réponse. Ma première réponse, souvent, c'est une réponse historique, c'est de revenir au départ, quoi. Et au départ, au début en tout cas de l'être humain, il y avait eh ben, ce qu'on appelle le cave art, c'est-à-dire les grottes de Lascaux chez nous. Et en fait, bah, déjà à l'époque de Lascaux, alors on a trouvé plus vieux ailleurs sur la planète, mais je prends l'exemple la français en l'occurrence, bah déjà on faisait des peintures, et je ne sais pas si vous avez été à Lascaux, mais j'étais à Lascaux il y a quelques années, refaire les grottes que j'avais dû voir enfant, et j'étais mais scotché, quoi. C'est incroyable cet endroit. Alors je sais qu'on ne voit pas des grottes originales pour des raisons de conservation, mais déjà ils ont fait un travail incroyable. Je suis comme vous, hein, je préfère l'original au fac-similé. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais souvent chez des amis qui ont des posters d'exposition, des choses comme ça. C'est bien, j'ai des posters d'exposition, hein, j'en ai deux là au moment où je parle, le Kazakhstan que j'ai vu à Guimet et l'expressionniste abstrait que j'ai vu à Montpellier. Voilà. Donc Paris et Montpellier, deux expos que j'ai vraiment adoré passionnément. Mais j'ai surtout des œuvres dans la limite de ses moyens. Donc moi j'ai des lithographies, mais j'ai pas beaucoup. J'ai des sculptures. Alors il y en a une qui a été faite par ma sœur, qui est sculpteur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des dessins, voilà, hérités de la famille du XVIIIe siècle. J'ai une compression de papier de Kleinman que j'aime beaucoup. Après, on a des choses, voilà, ça, là, c'est un timbre indien qui vient de Bombay. Ça, là, c'est une vierge qui est sortie d'un livre ancien, chiné sur une brocante, je crois, pour 2 euros. Donc ouais, on peut faire de l'art, moi je crois aussi beaucoup à ça. Par exemple, les enfants m'inspirent beaucoup, vraiment les enfants m'inspirent beaucoup, déjà parce que je dois mon métier d'humoriste dans les musées à mes enfants. Vous savez, quand on est enfant, on stresse beaucoup, on se dit oh là là, je vais plus avoir le temps de rien faire. Et ben moi, ils m'ont offert du temps puisque j'étais humoriste le soir et guide conférencier la journée. J'ai fait humoriste guide conférencier, coiffeur astronaute, tu fais ce que tu veux. Et du coup, en faisant ça, j'ai réalisé que les enfants, ben, ça t'offre du temps. Et ils t'offrent aussi une inspiration incroyable. Par exemple, aux grands-parents, on envoie toujours des dessins des enfants. Honnêtement, ça gonfle tout le monde, les dessins de gosses. Tu les regardes 5 minutes, etc. Pourquoi je dis ça? Non pas que je ne m'intéresse pas aux dessins de mes enfants, loin de là. Mais on a trouvé un système, c'est que je leur demande de faire une sélection de leurs dessins préférés et on l'encadre. Et si on fait vraiment un travail d'encadreur, on fait un vrai cadre, on va acheter le cadre ensemble, on décide si on met une Marie-Louise, comment on présente, quel type d'encadrement on va choisir, pourquoi cette taille-là, est-ce que c'est un cadre qu'on va poser, est-ce que c'est un cadre qu'on va accrocher. Hein, souvenez-vous que beaucoup d'artistes étaient très exigeants sur la façon dont ils voulaient montrer leurs œuvres. Je me souviens par exemple avoir été voir Rothko à la Fondation Vuitton, où il y avait trop d'œuvres d'ailleurs. Je ne dis pas ça comme un reproche, mais parce que Rothko disait qu'il fallait qu'il y ait une seule de ses œuvres, seule, accrochée au mur, à quelques centimètres du mur, et qu'il y ait surtout rien d'autre. C'était très important pour lui. Là, il y en avait 130, tu as l'impression d'être dans un Leroy Merlin en train de choisir de la tapisserie pour ton T2, quoi. Donc du coup, ça n'allait pas. Mais voilà, là, il y avait un côté, l'expo était là pour une autre raison, il y avait un côté exhaustif de montrer beaucoup de Rothko, c'était un exploit incroyable d'avoir eu autant d'œuvres.
Mais je pense que si j'avais cette conversation avec les commissaires, ils seraient obligés de reconnaître ça d'une certaine manière en tant que fin connaisseur de Rothko et de l'expressionnisme abstrait de manière générale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut en fait mettre de la valeur. C'est un peu comme ce bout de chocolat, plutôt que de juste l'avaler, on le sent, on le regarde, on le croque, on l'avale, mais multiplier le plaisir. Le verre de vin, on le regarde, on le sent. Alors, c'est pas la peine de faire le connaisseur pendant 3h30, machin, etc. Non, jette un œil, hop, quelle gueule il a, quelle couleur il a. D'ailleurs, c'est marrant parce que les meilleurs endroits où j'ai été tester du vin, généralement, les mecs étaient très simples, quoi, tu vois, c'est pas des types qui se la racontaient. Les sommeliers, il y en a très peu, et généralement, c'est des gens qui sont simples, qui ont du bon sens. Simples dans le sens où ils savent expliquer simplement. Il n'y a pas de prétention. Alors oui, il peut y avoir du jargon, il peut y avoir du langage technique, mais j'ai envie de dire, dans tous les métiers, en fait, quel que soit votre métier. La dernière fois, je parlais avec mon coiffeur, hein, le mec qui me fait cette gueule-là, salut Arnaud. Voilà, ne serait-ce que, je sais pas, moi les brosses qu'il avait, je suis incapable de toutes les nommer. Hein, je trouve ça fantastique, le métier de coiffeur. Les maquilleurs, là, j'ai une copine qui va sortir un film bientôt, mais le nombre de discussions que j'ai eues avec des maquilleuses qui m'expliquaient le maquillage, mais c'est un art incroyable. J'aime bien lire des textes anciens. Et notamment, il y a un texte qui m'a marqué quand j'étudiais le grec ancien. Quand j'ai repris mes études, je me suis remis à faire un peu de grec ancien. Et ce texte qui m'avait marqué, c'était... alors malheureusement, je ne suis pas sûr de l'auteur. Je pense que c'est Xénophon, mais je ne suis pas entièrement sûr. Et c'était un texte sur... je me souviens du titre, c'était « Est-il bon que femme se farde ?» C'était un thème qu'il fallait traduire en grec. J'avais échoué lamentablement à ce thème, malheureusement. Et ça m'avait interrogé sur... le maquillage, pourquoi il y a Sacha Guitry qui dit quelque chose de très beau là-dessus. Il dit, pensez-vous qu'une femme qui va mettre du fard, qui va se mettre de la poudre, qui va se mettre du rouge aux lèvres, qui va arranger ses cheveux, qui va arranger ses bas, qui va arranger sa veste, sa coiffure, son bois, je ne sais quoi, va ensuite vous dire la vérité, toute la vérité. Bon voilà, c'est un point de vue de Guitry, ça n'engage que lui. Voilà, mais j'ai trouvé que la plaisanterie était très légère pour l'époque de Guitry, c'est-à-dire il y a une centaine d'années déjà. Hein, Guitry, très bon copain de Claude Monet, par exemple. Hein, Claude Monet, donc le pape de l'impressionnisme. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que par exemple, Giverny, voilà, Giverny, maison d'artistes. J'ai toujours détesté les maisons d'artistes, hein, de même que le philosophe Pierre Hadot détestait les monographies, parce qu'il dit les monographies, c'est-à-dire les œuvres où on parle d'un seul auteur. Voilà. Les monographies, par exemple, Nietzsche a écrit, voilà, non, ouais, enfin voilà, il y a plein d'exemples. Par exemple, c'est un autre exemple. Ah oui, Deleuze a écrit un Nietzsche, voilà, etc. Et en fait, on ne parle pas de Nietzsche, on prend sa pensée, on la présente, et souvent, ce que disait Hadot, c'est qu'on la déforme. La maison d'écrivain, la maison d'artiste, honnêtement, moi, ça m'a toujours gonflé. Je me suis dit, mais faire voir l'endroit où le mec a fait l'œuvre, ça veut dire, c'est comme de voir la cuisine de Maïté. Pourquoi je dis ça? Parce que Maïté vient de décéder et que j'avais fait une interview de Maïté quand j'étais jeune journaliste. Et enfin, je veux dire, voir l'endroit où Maïté a fait sa première soupe de poisson, tu vois, je m'en fous, je suis content de l'avoir rencontré, et puis elle me faisait marrer quand je la regardais, voilà. Non, là, l'artiste, moi je préfère voir l'œuvre, ouais, l'endroit où il a peint, j'avoue, ça ne m'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, Giverny, pour le coup, c'est bien fait. Giverny, c'est à la fois bien fait et décevant, t'as pas d'œuvre. Toi, t'as pas d'œuvre, donc quand même bizarre. T'as des facsimilés d'œuvres dans une pièce, franchement, après, tu vois l'endroit où le mec dormait, moi je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, là où Giverny est absolument génial, c'est le jardin. Et c'est ensuite l'endroit où il a créé ses nymphéas, d'abord en tant que jardinier, puis en tant que peintre. C'est-à-dire que le mec organisait ce qu'il allait peindre. Et pareil, c'est absolument génial, parce que quand tu sais que les impressionnistes sont ceux qui ont rejeté l'académie, c'est-à-dire l'académie, qu'est-ce qu'ils leur reprochaient? D'organiser justement leur peinture, hein, de mettre des modèles pour représenter des thèmes bibliques, mythologiques ou orientalisants. Et en fait, lui, il a fait la même chose, mais avec des fleurs. À tel point, d'ailleurs, que sa deuxième femme appelait les nymphéas les maîtresses, hein, de Claude Monet. Ça m'a toujours beaucoup plu, cette histoire de maîtresse. D'autant que je crois que quand je voyageais à Giverny,
je me souviens d'une histoire, mais je vous raconte ça, c'est un peu vieux, du fait qu'il avait choisi par hasard sur catalogue un type de nymphéa qui était japonaise et qui était censée représenter les âmes des jeunes filles vierges qui se suicidaient. Et donc c'était comme éventuellement l'essence de cette jeune fille. Vous n'avez pas besoin de vous faire un dessin pour voir comment s'ouvre une fleur. Un ronsard a parlé de ça mieux que moi. Mignonne, allons voir si la rose, la rose, la rose, décidément, je n'y arrive pas. Allons voir si la rose. Voilà, un topos français. Oui, topos. Alors, voilà, je ne vous fais pas le topo, hein, voilà, c'est un mot grec. Hein. Le topos, les topoi, c'est l'essentiel. Hein. Et l'essentiel, en l'occurrence, de Claude Monet, c'est les nymphéas, bien évidemment, il n'y a pas de doute. Je les ai revus il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, à l'Orangerie à Paris, lieu toujours incroyable. Vraiment une grande admiration pour Monet. Pourquoi je vous raconte Monet? Ben voilà, parce que Monet, typiquement, vous n'aimez pas la peinture, vous n'aimez pas les impressionnistes. Enfin, soit que vous n'aimez pas, mais j'aime pas trop qu'on dise j'aime ou j'aime pas. Tu vois, une esthétique. C'est comme de dire j'aime pas les brocolis. Tu vois, bon, bah, t'aimes pas les brocolis, j'ai envie de dire on s'en fout, t'en manges pas. C'est pas grave, ça m'intéresse pas en fait que t'aimes ou que t'aimes pas les brocolis. À la limite, si on vient ensemble, je t'en cuisine pas. Quoi qu'encore, j'aurais sans doute plutôt tendance à t'en cuisiner pour essayer de te faire aimer. Tu vois. Non, si vous n'aimez pas la peinture de manière générale, j'ai une étudiante un jour qui m'a dit « Ouais, de toute façon, moi, j'aime pas les peintres, j'aime pas l'art, etc. » Moi, je donnais une masterclass sur l'histoire des beaux-arts, tu vois, donc c'était compliqué. Et je lui ai dit, je me souviens, mais tes vêtements, tes bijoux, jusqu'à ton téléphone, en fait, tout a été à un moment dessiné sur un bout de papier par quelqu'un qui a fait les beaux-arts. Donc, même notre quotidien, à un moment ou à un autre, est passé par un dessinateur. Et pourquoi je vous disais j'aime bien Monet et les nymphéas? Parce que je crois que typiquement c'est un endroit où voilà, c'est ces tableaux qui font jusqu'à 17 mètres de mémoire, ça me paraît beaucoup quand je le dis, mais c'est vrai qu'ils sont quand même énormes. Bah, ce qui est génial, c'est que tu vas te mettre là-dedans et l'idée c'est que tu es complètement immergé dans ce lac, tu es au milieu du lac, tu es au milieu de ces fleurs, t'es un poisson, j'ai envie de dire, t'es plus une grenouille en fait qu'un poisson. Et le plaisir que prennent les gens à se prendre en photo devant, pareil, hein, évidemment, je suis guide conférencier, j'ai rien contre les gens qui se prennent en photo devant les œuvres, je trouve ça très bien. Et ce que je trouve ça un peu surprenant, qu'il y ait plus de gens qui se prennent en photo devant l'œuvre que de gens qui regardent l'œuvre, oui, ça reste un peu surprenant, évidemment, mais en même temps, c'est un moyen de tuer l'attention, c'est un moyen de garder un souvenir. Ils avaient essayé de faire interdire les photos au musée d'Orsay. À l'époque du téléphone, du smartphone, ils ont tenu 3 semaines et puis voilà, ils ont laissé tomber. Non, les gens se prennent en photo devant les œuvres et c'est tant mieux. Prenez-vous en photo devant les œuvres. Moi, je me prends en photo devant les œuvres, mais je mets mon téléphone derrière ma tête comme ça parce que je trouve que ça me fait un souvenir où je suis devant l'œuvre mais en train de regarder l'œuvre. Donc voilà, ça peut être un truc de photo que vous pouvez faire pour avoir un angle un petit peu différent que de tourner le dos à l'œuvre, qui pour le coup je trouve un peu bizarre, sauf si on imite. Si on imite, je trouve ça génial, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée d'imiter les œuvres. Ouais, donc voilà, Monet. Et puis l'autre chose, où que vous soyez, il y a toujours des œuvres à voir. Hein. Si vraiment vous regardez ça et que vous avez vraiment zéro rond, je vous ai dit, je ne crois pas à l'argent, c'est vraiment quelque chose à quoi je ne crois pas. Comme système de valeur, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas pour moi. Et ben juste vous balader dans la rue, quoi. Vous avez toujours des immeubles, vous avez toujours ouais, de l'architecture, vous avez toujours des street artistes. Banksy, qui est un des artistes les plus connus aujourd'hui sur la planète au XXIe siècle, au départ, bah, c'est un mec qui faisait ça dans la rue. Tiens, une petite anecdote sur Banksy. Un copain qui habite sur les quais de Seine, un jour, il a vu un type découper un bout de mur parce que c'était justement un Banksy. Et je vais vous dire, moi, ce qui m'a donné le goût de l'œuvre d'art, je fais un peu des confessions aujourd'hui, mais je crois beaucoup qu'il faut être honnête. Tu vois, la vie est trop courte, on n'a pas le temps. La vie est trop courte, on n'a pas le temps de raconter des histoires. C'est chez mon oncle Jacques, celui que j'appelle mon oncle Jacques. Et quand j'étais petit, chez lui, un jour, j'étais dans la cuisine et on m'avait offert des couleurs. J'étais en train de faire un petit dessin, de l'aquarelle, de l'huile, je ne sais plus trop ce que c'était. Et il y a un mec qui rentre et il ouvre la couverture au-dessus des plaques, je ne sais pas comment ça s'appelle, couverture peu importe. Le couvercle des plaques électriques de cuisson ou des plaques de gaz, voilà. Et il me demande s'il peut prendre de ma peinture. Je lui dis oui. Et il se met à peindre un bonhomme. Il arrache la tête du balai.
Donc déjà, moi, en tant qu'enfant, t'imagines, tu as le droit de peindre les meubles, on ne m'avait pas tenu au courant, merci beaucoup, tu vois. Quel enfant n'a jamais peint un meuble chez vous, franchement? Dites-moi, parce que moi, tous mes gosses, ils ont écrit sur absolument tous les meubles. Hein. Deux, il arrache le balai, donc je n'avais pas le droit qu'on ait le droit de détruire des trucs, faire de l'œuvre d'art. Pourquoi je vous raconte ça? Mon oncle Jacques rentre dans la cuisine, il regarde ça, il dit, oh là là, bon, il dit, hop, il prend un pinceau, je me souviendrai toujours de ça, il prend un pinceau, il lui met dans la peinture et il le fait signer, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'une vingtaine d'années, peut-être une quinzaine d'années plus tard, je suis étudiant et c'était un salon qui se passait au Grand Palais qui s'appelait le Saga, qui a disparu depuis, le Salon des Arts Graphiques et Appliqués. Et j'emmène ma date de l'époque, je me suis encore une grande brune, très jolie, et je vois accroché au mur le couvercle de cette gazinière avec marqué vendu. Je dis, mais non, c'est la fameuse gazinière. Il me dit, ouais, c'est elle. Et je me souvenais très bien, tu imagines un souvenir d'enfant, etc. Donc je crois beaucoup ouais, aux souvenirs d'enfant, comme ça. Je vous dirai dans une prochaine vidéo qui était cet artiste qui m'a énormément marqué, que j'ai rencontré ensuite à plusieurs reprises, voilà, et que j'ai croisé dans des conditions assez extraordinaires. Autre chose que j'aime dire et que je dis maintenant, parce que je dis n'importe quoi dans tous les sens, mais c'est exactement tout dans le même sens. Et pourquoi aller au musée? C'est que, en fait, si c'est pas un musée, c'est pas grave. En fait, c'est plutôt pourquoi aller voir des œuvres. Donc vous n'aimez pas les musées, vous n'avez pas envie de faire la queue, vous n'avez pas envie de payer un billet. Donc j'ai dit, il y a le street art, il y a juste les immeubles dans la rue, dans les bâtiments publics, il y a souvent des œuvres qui sont commandées par l'État, par la mairie, par la région, etc. Dans les collèges, ici par exemple, dans les lycées, il y a des mosaïques qui ont été faites par Chagall, au tribunal, à Chandigarh, il y avait carrément tout un tas de buildings qui avaient été faits par Le Corbusier quand j'ai squatté un peu à Chandigarh pendant quelques temps, en Inde, dans le nord de l'Inde. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? J'avais un autre exemple qui me venait. Oui, c'est les ateliers d'artistes, tout bêtement. Voilà. Vous allez chez l'artiste, mais vous avez forcément des copains qui font un peu de peinture. Vous allez les voir en train de peindre, vous allez les voir une fois qu'ils ont fini une toile. Tu dis, tiens, bah, prochaine fois que tu finis une toile, une sculpture, moi j'ai des copains là à Valoris, une céramique, tiens, appelle-moi, ça me ferait plaisir de jeter un œil juste au moment où c'est terminé, c'est hyper excitant, t'es un des premiers à poser l'œil dessus, voilà. Et puis après, bah, ça se trouve, tu vas pas aimer, bah, dans ce cas-là, il y a deux solutions, soit tu es poli avec ton ami et tu dis, ouais, c'est intéressant, etc. Le mieux, c'est quand même de ne pas mentir. Hein. Je pense toujours à mon arrière-grand-mère qui aimait beaucoup le café. Quand on lui offrait un café qui ne lui plaisait pas, elle disait toujours il est bien chaud, merci. Voilà, mais elle ne mentait pas. Donc voilà, essayez de ne pas mentir. Hein, c'est la phrase de Jacques Lacan je dis toujours la vérité, pas toute. Voilà, que j'aime beaucoup. Non, pourquoi voilà, encore Lacan, on va me dire oh là là, Cédric, tu commences à citer des psychanalystes, on s'en sort plus. Oui, après, c'est ma culture. Moi, je lis tout dans le désordre, je lis tout et n'importe quoi. Depuis que je suis tout petit, c'est pour ça, je crois que j'ai repris les études de littérature, parce que j'adorais les bouquins. Et puis après, je me suis intéressé un petit peu aux beaux-arts pour pouvoir avoir mon équivalence et pour pouvoir faire un métier de guide conférencier, que je trouve être un des plus beaux métiers du monde, pour plein de raisons. La première, parce que tu rencontres des gens du monde entier, donc ça, c'est quand même assez génial. Et puis partout où tu vas, tu as un peu des outils pour pouvoir lire les œuvres. En ce moment, je m'étais mis à essayer de décrypter des œuvres chinoises. Du coup, bon, bah, tu vois, je me suis plongé un peu dans les 4500 ans de l'histoire de Chine. Là, tu dis, oh là là, on n'y arrivera jamais. Si, on y arrive. Voilà, tu commences par des bouquins simples. Hein. Quand je suis rentré en licence, peut-être en maîtrise à la Sorbonne, il y a un prof qui nous a dit, achetez le Bled 4e, 3e. Nous, on était là, attends, on est les étudiants de la Sorbonne, on est la crème, etc. Non, non, il dit, fermez vos gueules, vous êtes de la merde, vous achetez le bled, et s'il est trop dur, vous achetez le 6e, 5e. Il nous avait remis à notre place tout de suite. Il dit, il faut commencer par écrire correctement, s'exprimer correctement. Donc moi, j'avoue, je suis comme tout le monde. Hein. Quand je ne sais pas rien du tout sur rien, bah, je vais commencer à lire pour les nuls, je vais commencer à lire un que sais-je, je vais commencer un livre de généralisation pour enfants, pour adolescents, puis petit à petit, tu montes en gamme, quand tu commences à être un peu plus confort, tu peux lire un livre un petit peu plus compliqué, etc. Ou regarder des vidéos, écouter des conférences, des podcasts. Enfin voilà, il n'y a pas de bonne recette pour apprendre. Je pense qu'il faut juste avoir envie. Et à partir du moment où tu as envie, ça va vite. Voilà, quand je m'étais intéressé à la Mésopotamie, pareil. J'avais commencé simple et petit à petit, j'ai commencé avec des bouquins un peu plus corrects. J'ai la chance, en étant au Louvre tout le temps,
de pouvoir aller voir les œuvres. Donc souvent, je lis, je vais voir l'œuvre, je lis, je vais voir l'œuvre. Et ce va-et-vient incessant, encore Malraux qui disait qu'il faut fréquenter les musées. Voilà. Ce premier cours, il est vraiment pour vous donner une sensation, un sentiment. Ça a l'air d'être un peu à bâton rompu, ça l'est d'une certaine manière parce que j'essaye de faire venir les idées. Voilà, quand j'écris, évidemment, dans mes livres, c'est plus construit parce que quand tu écris, tu as le temps de construire. Là, dans les vidéos, ça c'est une vidéo d'introduction, donc c'est pour ça que j'ai quelques idées que je veux vous transmettre. Et l'idée, c'est mais pourquoi s'intéresser au musée? Pourquoi aller dans un musée? Il faut avoir envie. Voilà, il faut avoir envie. Donc vraiment, je crois, commencer par faire ça, c'est-à-dire demander à quelqu'un si la personne que vous avez envie d'emmener au musée aime le chocolat, faites-lui goûter un bout de chocolat et dites, bah, voilà, on va refaire la même expérience avec une œuvre. Si cette personne aime boire un verre de vin, une bière, hein, moi je ne suis pas très loin, la brasserie artisanale de Nice, j'aime beaucoup le mec, il fait des trucs géniaux. Je ne bois pas beaucoup de bière, mais quand j'en bois, j'aime boire vraiment une bière géniale. Des trucs qui me surprend le palais, tu vois, qui va vraiment m'étonner, quoi. Et voilà, donc ça peut marcher avec tout. Donc allez d'abord dans le sens de ce qu'aime cette personne, puis après, est-ce que ça te dérange comme ça? Je suis le premier, hein, moi, on m'emmène dans des trucs, oh là là, voilà. On m'a emmené dans des squats d'artistes, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là-dedans, tu vois? Et voilà, je me suis retrouvé à discuter, j'étais hyper content, j'ai vu des œuvres qui m'ont intéressé, j'ai vu des tonnes de trucs qui m'ont pas plu, tant mieux, parce que si tout m'avait plu, bah dans ce cas-là, voilà, hein, c'est encore une fois Guitry, l'ami de Monet, qui disait être aimé par tout le monde, c'est un peu comme être aimé par personne. Donc je suis assez d'accord avec ça. Une dose raisonnable d'ennemi, pas plus. Voilà. Et donc vraiment, essayez avec de la musique. Ah, la musique, ça c'est génial. Voilà, la musique, typiquement, c'est votre meilleur ami. Si maintenant on fait des super casques anti-bruit là, où tu peux écouter de la musique, voilà. Donc mettez-vous ces méga casques qui font abstraction complète de la foule, mettez-vous de la musique qui vous plaît. Et alors là-dessus, vous avez des expériences extraordinaires. Et ça vient d'être prouvé par les neurochirurgiens qui ont fait des études extraordinaires du CNRS là-dessus. Quand tu vas écouter, goûter quelque chose, je sais, ça m'a été offert avec du chocolat. On t'envoie du chocolat et on te fait écouter des sons. Et en fonction des sons, des ambiances, tu vois, le goût du chocolat va changer en fonction du son. Et j'ai fait le test avec des œuvres d'art, ça marche. T'écoutes une œuvre d'art, tu regardes une œuvre d'art en écoutant une musique que t'aimes, une musique que t'aimes pas, une musique un peu religieuse ou mystique. Je cite souvent Beyoncé parce que je trouve le clip qu'elle a fait The Carters, j'ai oublié le titre, je vais vous mettre pareil, j'y arrive toujours pas, un extrait. Voilà, je trouvais que la musique malheureusement n'était pas très très bonne pour deux producteurs de musique de cette qualité dans cette musique-là. Je trouve la chorégraphie absolument délirante, je trouve la beauté de la danse, mais c'est génial. J'ai vu des danses au MAMA, que j'ai trouvé ça absolument musée d'art moderne et contemporain. Ouais, enfin bref, au musée de Nice, là. J'ai vu des danseurs devant Niki de Saint-Phal. Mais qu'est-ce que c'était génial, j'ai adoré la danse, de toute façon c'est génial. Donc voilà, donc mettez-vous ça ouais, dans les oreilles, ça peut être un moyen vraiment extraordinaire de regarder des œuvres. Mettez-vous par terre. Alors je sais que c'est un peu compliqué, c'est un conseil un peu bizarre, c'est un conseil un peu interdit, mais j'aime bien un peu foutre le bordel, l'expression n'est pas très jolie dans les musées, à savoir si vous pouvez, quand il n'y a personne, une seconde, asseyez-vous par terre, je sais pas, si votre truc c'est la méditation, le yoga, essayez de faire une sorte de méditation. Hein. Roscoe, dont je parlais tout à l'heure, a fini par faire une chapelle dans laquelle on voit absolument rien. J'ai jamais été, hein, donc je vais y aller un jour pour voir quasiment dans le noir. J'ai failli marcher sur des gens dans un musée. Je me souviens, c'était une relique de moine, je crois, tibétain de mémoire. Je ne sais plus trop où était le musée, sans doute en Inde. Mais tu vois, tu t'attends pas à marcher sur des gens dans un musée. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas à changer de point de vue. Voilà, soit passer très vite, soit rester très 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 longtemps devant une œuvre. Je sais que au musée Picasso d'Antibes, que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de rester très 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 longtemps devant ce qu'on considère comme étant la dernière œuvre de Nicolas de Staël. Et du coup, ça m'a vraiment imprégné de l'œuvre. Voilà, bon, c'est un délire comme un autre. Voilà, je sais pas, essayez de regarder, je sais pas, d'un œil. Enfin, faites des expériences, tentez des choses pour regarder différemment.
Faites-le en enlaçant votre moitié, faites-le en tenant la main de votre grand-mère. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire, des sensations à essayer. Ouais, vraiment de varier. Donc, je sais pas, il y a peut-être la musique, il y a en effet peut-être regarder pendant longtemps. Ah oui, alors un exercice que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous donner un petit exercice, un peu de boulot là, soyons sérieux là, arrêtons de déconner un petit peu. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est essayer de retenir dans l'œuvre 5 détails, 7 détails, c'est l'idéal, hein, c'est le jeu des 7 erreurs. Des 7 erreurs. Voilà, donc 5 à 7 détails. Fermez les yeux ou retournez-vous, voilà, et notez sur un bout de papier, dans votre téléphone, ces détails. Alors déjà, vous verrez que l'exercice est hyper dur, parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément. Et je pense toujours à Borges qui disait il faut toujours apprendre des poèmes pour le jour où on va aller en prison. Et il avait raison, parce qu'il a passé quelques temps en prison. Et bah voilà, si vous ne voulez pas apprendre de poèmes, apprenez à essayer de retenir dans les tableaux. Je trouve que c'est assez important de retenir des détails, des histoires. Hein. Si vous écoutez mes audioguides, je raconte plein d'anecdotes. Par exemple, là dans le musée Chagall de Nice, qui est extrêmement riche, Chagall, il met des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires et de symboles et de couleurs. Donc chaque tableau peut être raconté en facilement 1 heure. Sauf que moi j'ai 1 heure et demie pour faire tout le musée, c'est-à-dire 17 œuvres permanentes. Bon bah j'ai pas le temps de faire 1 heure, donc du coup il faut retenir les histoires. Et du coup bah ouais, 5 à 7 anecdotes par tableau, c'est déjà pas mal. Et vous verrez que vous prendrez beaucoup de plaisir à retenir et dire ah tiens, ça j'avais vu, ah tiens ça j'avais vu. Et du coup, si vous allez chercher les 5 œuvres, les 5 détails que vous avez retenus dans l'œuvre, et ben vous vous rendrez compte qu'il y avait d'autres détails que vous n'aviez pas vus, hein, des détails que vous n'aviez pas vus. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier séminaire. Je ne sais pas combien de temps il va faire, mais je pense qu'on doit pas être loin d'1 heure quand même. Voilà, allez dans les musées, emmenez des gens dans les musées éventuellement. Renseignez-vous sur les œuvres si vous le sentez, mais encore une fois, l'œil suffit. Donc vous n'avez vraiment besoin de rien savoir, c'est quand même assez génial. En temps, bah, ça prend 1 seconde. Hein, et une musique, il bah, faut l'écouter, c'est 3 minutes si c'est une chanson. Un livre, faut le lire. Un poème, faut le lire. Un bout de chocolat, faut le croquer. C'est plus rapide d'apprécier une œuvre d'art que d'apprécier un bout de chocolat ou un petit verre de vin ou une lampée de vin. Donc ouais, c'est vraiment le sens le plus direct. Alors pas le plus développé, l'œil, mais c'est un sens assez intellectuel aussi, puisqu'il va faire appel à tout un imaginaire aussi. Gardez votre œil vierge quand vous allez dans un musée. Alors ne commencez pas à regarder les œuvres dans un livre, parce que vous serez forcément déçu par ça. Quitte à regarder des œuvres, c'est un peu compliqué à trouver, mais on en trouve aujourd'hui dans les bibliothèques. Prenez des livres avec des illustrations en noir et blanc. C'est pas mal parce que l'illustration en noir et blanc, c'est même pas moi qui parle, Umberto Eco l'a dit, enfin d'autres grands commentateurs l'ont dit. Comment il s'appelle ce mec que j'avais rencontré à Paris là. Enfin bref, voilà, il y a plein de mecs qui l'ont dit. Voilà, donc ça c'est vraiment... bref, aller dans les musées, c'est rigolo. Ou le musée de la vie. Hein. Le musée de la vie, c'est tout simplement vous allez dans la rue et puis voir des détails, petits détails architecturaux, petites œuvres graffiti que vous ne connaissiez pas. Voilà, ça peut être tout simplement, j'ai une copine qui fait des devantures de boutiques à Toronto, bah, elle a fait les beaux-arts, quoi, tu vois. Donc voilà, même la mise en œuvre des boutiques, c'est beau d'une certaine manière. On n'est pas obligé de rentrer, d'acheter quoi que ce soit. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. On ne peut pas s'ennuyer. Et surtout, un conseil que je donne tout le temps, quoi que vous fassiez, si vous ne le faites pas avec le sourire, c'est que vous le faites mal. Allez, je vous remercie beaucoup. Dites-moi évidemment ce que vous pensez et je vous vois au prochain séminaire.